c'est bon de discuter de politique avec les gens pour en apprendre plus, puis pour faire justement essayer de faire en sorte que la société soit plus représentative de ce qu'on veut. Parce que si on vote pas, si on discute pas, si on s'informe pas, au final, comment on est supposé avoir un gouvernement qui nous représente? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Lise. Et aujourd'hui, on parle de politique parce qu'on sait que ça peut être un sujet très tabou, mais qui est quand même hyper important. Fait qu'on est là pour se renseigner puis vous aider à vous renseigner tout en restant le plus objectif possible. Aujourd'hui, on a amené un professionnel avec nous et un étudiant impliqué dans le domaine. On a Yves, qui est enseignant en sciences politiques, et Leonardo, qui est le président de la GE. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu présenter votre rôle, toi dans la GE et toi comme professeur, puis ton implication dans le cégep? Ouais, moi, je suis professeur de sciences politiques au cégep depuis quelques années maintenant. J'ai étudié à l'Université Laval, donc j'ai une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval. J'ai fait un certificat en enseignement, c'est ça qui m'a amené à l'enseignement de la science politique. Donc moi, en fait, j'ai commencé au comité jeunesse de la ville de Trois-Rivières, puis je suis maintenant président à l'Association générale des étudiants du cégep de Trois-Rivières. C'est quoi un peu que tu fais comme président de la GE? Comme président? Ouais. Comme président, je gère un peu l'équipe, donc je dois coordonner pas mal tout le monde. On a tous nos exécutants, on a un conseil d'administration, on a une employée permanente, donc j'essaie de coordonner toutes les activités, puis je suis un peu aussi le porte-parole, comme en ce moment, je suis un peu le porte-parole de l'association. C'est un peu ça mon rôle en général. Super. Puis pour commencer par le commencement, en tant que citoyen québécois, qu'est-ce qu'on doit savoir? Comment on se prépare pour une élection? Ce qu'il faut savoir de la prochaine élection qui va avoir lieu le 28 avril, de retenir cette date-là, c'est une élection fédérale. Alors, au Canada, on est une fédération. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Aux États-Unis, eux autres aussi, c'est une fédération. C'est pas Donald Trump qui décide de tout, en principe. Donc, on est une fédération. Ça veut dire qu'il y a il y a des gouvernements provinciaux. Donc, à Québec, là, c'est pas pour élire des gens à Québec, c'est pour élire des gens à Ottawa. Donc, puis le gouvernement fédéral, donc, il gère des affaires qui sont d'intérêt commun pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, on pourrait dire ça comme ça, tandis que les gouvernements provinciaux, ils gèrent des éléments qui sont plus particuliers pour les gens des différentes provinces. Là. Fait que les élections, c'est pour tout le Canada, donc tout le monde au Canada a le droit de vote, ceux qui ont 18 ans et plus. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va élire des députés. Souvent, on pense qu'on va élire un premier ministre, mais on va élire des députés. On va élire 343 députés dans des circonscriptions électorales. Fait que ce qu'il faut savoir, quand vous allez voter sur votre bulletin de vote, vous verrez pas le nom des chefs des partis politiques. C'est pas pour eux autres que vous allez voter. Vous allez voter pour des candidats de différentes formations politiques dans des circonscriptions électorales. Fait que dans le coin, il y en a quelques-unes, des circonscriptions électorales, évidemment. Ici, c'est la circonscription électorale de Trois-Rivières. Donc, sur votre bulletin de vote, vous allez avoir pour toutes les formations politiques qui présentent des candidatures, le nom d'une personne qui ne sera pas le nom du chef, qui va être le nom du candidat ou de la candidate de cette formation politique-là. Puis là, on va élire un député. Après ça, le député, lui, va aller siéger où, vu que c'est des élections fédérales? Il va aller siéger à Ottawa, à la Chambre des communes. Puis qu'est-ce qu'ils font, les députés à la Chambre des communes? C'est quoi leur rôle? C'est eux autres qui votent les lois. Ils discutent les lois, puis ils votent les lois. Donc, on va élire des députés qui vont aller voter les lois à la Chambre des communes. Et le premier ministre, lui, comment il arrive dans l'affaire? Là? Comment on sait que ça va être lui, le premier ministre? Les premiers ministres, c'est les chefs des formations politiques. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le premier ministre, c'est un député pareil comme les autres. Autrement dit, ceux qui sont chefs de partis politiques, il faut qu'ils se présentent eux autres aussi d'une circonscription électorale. Ils vont se faire élire eux autres aussi comme députés. Puis après ça, comment qu'on sait que ça va être qui le premier ministre? On prend les formations politiques, puis on regarde c'est qui a le plus de députés. Puis c'est qui va nommer notre premier ministre? Il est nommé par la gouverneure générale du Canada. Il faut savoir, au Canada, on est une monarchie. Et donc, on a un roi, Charles III. Il y a une représentante qui est la gouverneure générale, qui s'appelle Mary Simon. Puis c'est elle qui va nommer le premier ministre. Mais comment qu'elle fait ça? Elle fait pas ça comme ça il tente. Là. Elle va pas dire, lui, je l'aime plus que l'autre. Là. Donc, elle va regarder quelle formation politique a fait élire le plus de députés parmi les 343. Le chef de cette formation politique-là, elle va lui dire, ça te tente-tu de devenir premier ministre? Généralement, ils disent oui. Et donc, c'est comme ça que la personne va devenir premier ministre ou première ministre là, du Canada.
Puis là, après ça, donc, il va former son gouvernement, puis il va présenter des lois, comme je disais, à la Chambre des communes. Puis là, les députés vont être amenés à voter ces lois-là. Donc, surprenez-vous pas, si vous allez voter sur votre bulletin de vote, vous n'aurez pas le nom des chefs des formations politiques, vous allez avoir le nom de personnes qui sont candidats puis candidates dans votre circonscription électorale, comme par exemple la circonscription électorale de Trois-Rivières. Puis tu as mentionné que, justement, c'était pas la même chose au niveau fédéral puis au niveau provincial. C'est quoi les différences majeures, mettons? On appelle ça des champs de compétences, ils ne s'occupent pas de la même affaire, autrement dit. Les principaux dossiers économiques, ils sont au gouvernement fédéral. Les principaux leviers pour agir sur l'économie sont au gouvernement fédéral. Fait que les politiques commerciales, fait que les politiques de libre-échange, par exemple, fédérales, qui s'occupent de ça. Les politiques monétaires, fait que c'est quoi ça? Donc, c'est l'émission de l'argent. La Banque du Canada, elle émet de l'argent, puis les taux d'intérêt. On entend beaucoup parler des taux d'intérêt là, parce qu'on disait qu'ils étaient élevés, puis là, c'était plus difficile d'emprunter, puis tout ça. Ben, c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe de ça. Puis il y a d'autres dossiers qu'on connaît. L'armée, par exemple, ben ça, c'est le gouvernement fédéral. Les boîtes à mal, quand on passe, ben les services postaux, c'est le gouvernement fédéral qui fait ça. Les provinces, ils font quoi, eux autres? Ils s'occupent plus du volet social, je dirais ça comme ça. Ils s'occupent aussi d'économie un peu, mais ils s'occupent beaucoup, les deux grosses affaires, c'est la santé puis l'éducation. Fait que pour orienter nos votes, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu grossièrement c'est quoi la gauche puis la droite puis ces grandes différences? Ben, je vais te faire la différence sur la gauche puis la droite, puis deux autres axes aussi là, qu'on étudie en sciences politiques. L'axe gauche-droite, c'est l'axe traditionnel. Fait que, grosso modo, les gens qu'on qualifie de gauche, c'est qu'ils sont pour plus d'intervention de l'État, puis que l'État intervienne plus dans nos vies. Fait que comment il fait ça, l'État intervenir dans nos vies? Il va prélever des taxes, des impôts, puis après ça, il va prendre cet argent-là, puis il va faire des programmes sociaux. Par exemple, sur la scène fédérale, il y en a deux importants dans les dernières années qui ont été mis en place. Il y a les CPE, on connaissait ça nous autres au Québec, il n'y avait pas ça dans le reste du Canada. Donc ça, c'était mis en place. Donc, comment qu'on a financé ça? Ben, plus d'État. Va chercher des taxes, des impôts, finance un programme de services de garde dans l'ensemble du Canada. Même chose pour les soins dentaires pour les personnes âgées. Ben, comment qu'on a financé ça? On va chercher des taxes, des impôts, puis l'État intervient, met en place ce programme-là. Ça, c'est plus la gauche. La droite, vous allez l'entendre beaucoup dans les élections, c'est de dire, la droite, c'est de dire moins d'État. Et donc, on va chercher moins de taxes, moins d'impôts. Pourquoi? Puis là, ce que vous allez entendre beaucoup comme marotte là, dans les élections, on va vous laisser plus d'argent dans vos poches. On va vous laisser plus d'argent dans vos poches. La droite, c'est de dire, ben c'est plus la responsabilité individuelle des gens de se donner des services. Je vais te laisser l'argent dans tes poches, puis tu choisiras les services que tu veux te payer avec l'argent que tu vas garder. Donc, l'État intervient moins, puis donc, on prélève moins de taxes puis moins d'impôts, puis c'est plus les choix individuels des personnes. Il y a deux autres axes, là. Je vais rapidement. L'autre axe que vous allez voir un petit peu, c'est l'axe fédéraliste-souverainiste. Une particularité au Canada, c'est le Québec qui parle en français. Puis il y a une formation politique qui présente juste des candidats au Québec. C'est le Bloc québécois. Pourquoi? Eux autres sont souverainistes. Ils pensent qu'un jour, ça serait une bonne chose que le Québec quitte le Canada. Puis il y a un autre axe qui est multiculturaliste, interculturaliste. Au Canada anglais, je vous dirais, ils sont plus sur le multiculturaliste, c'est-à-dire l'idée qu'au Canada, le Canada, c'est quoi? C'est des cultures qui sont une à côté de l'autre et qu'on doit faire la promotion de ces différentes cultures-là, tandis que l'interculturaliste, c'est plus de dire, ben il y a une culture commune, les gens issus de l'immigration, ils viennent s'ajouter, il y a un dialogue, puis cette culture-là, elle se transforme dans le temps, mais il y a un socle culturel commun. Fait que c'est ces éléments-là qui font souvent que les gens vont décider de voter pour telle formation politique ou telle autre formation politique. Fait que là, en gros, pour choisir pour qui on va voter, est-ce qu'on devrait se renseigner sur le chef de parti ou sur notre député pour savoir qui on vote? Ouais, c'est une bonne question parce que les analyses qui disent, là, les gens, là, on dit souvent, ils votent pour la tête. Ils votent pour la formation politique. Souvent, les candidats puis les candidates, ils sont un peu connus dans leur milieu, mais pas tant. Souvent, les gens sont impliqués dans leur milieu, ceux qui vont se présenter, ils sont connus dans leur secteur. Donc, si tu es un avocat, par exemple, ben les gens qui font du droit à Trois-Rivières, disons, tu te présentes dans Trois-Rivières, les gens qui sont avocats à Trois-Rivières, les notaires, puis tout ça, ils vont te connaître, mais en dehors de ça, tu seras pas très connu. Les gens, ils votent en fonction de quoi? Ils votent en fonction du parti politique, puis le chef. Le chef, ça joue beaucoup aussi, là. Sa face me revient-tu ou elle me revient pas? Y a-tu de l'air sympathique ou pas? Puis le discours qu'il véhicule, est-ce que moi, ça me rejoint ou ça me rejoint pas?
Moi, je serais quand même curieuse de savoir c'est quoi que vous a comme mis dans le milieu de la politique, les deux, là. C'est quoi qui vous intéresse là-dedans? C'est plus social, économique? Ben, moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en politique. Moi, en fait, à la base, ce qui m'a amené, c'est plus que je voulais faire une différence dans ma communauté. OK. Je voulais améliorer les conditions de vie des gens, puis essayer de m'informer aussi. Parce que à travers la politique, c'est sûr que ben, par exemple, tu fais la connaissance de professionnels comme, mettons, Yves, là, qui viennent te faire peut-être des présentations, mettons, au sein de la ville, du comité de la ville, ou, mettons, dans le CA du cégep, c'est plusieurs gens très, très experts dans leur milieu qui viennent vous parler d'enjeux, puis là, ça t'amène à réfléchir, puis tu deviens de plus en plus informé. Fait que moi, c'était beaucoup pour apprendre, puis aussi pour essayer de trouver des solutions à des problèmes concrets. OK. Pour toi, Yves? Ben moi, ce qui m'a amené à la science politique, c'est mes cours d'histoire au secondaire. J'aimais beaucoup l'histoire. Fait que quand je suis arrivé, moi, j'ai étudié au cégep de Trois-Rivières. Il y avait un profil qu'on appelait droit et politique. Donc là, j'ai suivi droit et politique. Puis après ça, j'ai étudié la science politique. Puis après ça, un coup que j'ai fini ma maîtrise, moi, je fais la génération X. Fait que les X, eux autres, ça a pris du temps avant qu'ils se trouvent un job de façon permanente. Fait que j'ai beaucoup travaillé dans le milieu communautaire. J'ai travaillé dans un organisme d'aide aux chômeurs. Donc, j'étais plus axé sur le volet social. Donc, c'est plus ce volet-là qui m'intéresse, à part les questions. C'est plus pour, genre, aider les autres. Ouais, aider les autres, c'est ça. OK. Puis tout ce qui est promesses électorales et tout ça, quoi croire, quoi ne pas croire, comment on s'assure que c'est vrai, là? T'sais. Ah, ça, on verra. C'est à l'usure qu'on va voir ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est les partis politiques. Ce qu'il faut regarder, je vous dirais, regardez ça globalement. Fait que si vous attardez à chacune des promesses qui est faites, ça se peut qu'il y en ait quelques-unes qui soient pas réalisées dans le paquet, mais c'est de voir de façon globale, ben cette formation politique-là, ou celle-là, comme vous disiez tantôt, gauche-droite, là, ben, es-tu plus à gauche, es-tu plus à droite, es-tu plus dans le milieu, on appelle ça être dans le centre. Puis moi, c'est quoi qui me convient le mieux? Tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui est un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, un petit peu plus au centre. Il est plus comme ça. Sinon, vous allez peut-être être déçus sur chacune des promesses électorales. Puis c'est pas toujours de la faute des politiciens parce que des fois, la conjoncture, elle change. Fait que, je vous donne un exemple. Le gouvernement du Québec, François Legault, ben lui, il était identifié plus vers le centre-droit. Je dirais ça comme ça. Mais là, il arrive la COVID. Ben là, la COVID, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos gouvernements, durant la COVID? Ben là, ils sont occupés du monde. Donc là, ils ont été chercher un petit peu plus d'argent. Puis là, l'État est intervenu beaucoup durant la COVID. Donc, lui, plus centre-droite, on intervient un petit peu moins, mais les choses l'ont amené ailleurs, là. Puis là, on a un bel exemple avec Donald Trump, là. Donc, nos gouvernements au Canada puis au Québec, là, ils pensaient pas être obligés d'intervenir sur les questions liées au libre-échange puis aux tarifs. Mais, notre voisin américain, lui, c'est pas ça qu'il pense, là. Donc, ils sont obligés de s'adapter avec ça. Là, ils vont être obligés de mettre beaucoup d'argent pour soutenir les entreprises. Ils vont en mettre moins pour soutenir les individus. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, là, ils vont faire... Hier, il y avait un budget du gouvernement du Québec où là, il y a un déficit record. Donc là, ils sont obligés de s'adapter. Donc, c'est pas toujours de la mauvaise foi. C'est juste que la conjoncture, sur 4 ans, nos gouvernements, ils sont là. Ils peuvent durer jusqu'à 5 ans. On a des lois sur les élections à date fixe, mais le gouvernement, il peut déclencher avant. Là. On n'a pas fait 4 ans de gouvernement au Canada. Ben, ils sont obligés de s'adapter là, parce que dans le temps, les choses peuvent changer. Puis vous dites qu'il faut se renseigner pour les promesses, puis tout ça, qu'il faut justement regarder leur plan, puis tout ça. C'est où qu'on voit ça? Ouais. Moi, ce que je vous dirais, là, pour vous renseigner, moi, j'irais sur les médias traditionnels. Okay. Pourquoi? C'est à travers les médias sociaux, ben, vous savez, il y a des algorithmes, etc. Donc, si vous allez voir toujours le même média, mais l'algorithme, lui, il va vous nourrir avec ce média-là, puis ce qui entoure la pensée de ce média-là, puis là, vous allez être d'une chambre d'écho. Il va juste vous donner cette direction de pensée-là. Donc, les médias traditionnels, fait que, exemple, au Québec, on a la presse, il y a le Devoir, il y a le Journal de Montréal. Ici, à Trois-Rivières, il y a le Nouvelliste, par exemple. Ben là, puis ce qui est important, c'est d'aller voir ces médias-là, puis aussi de diversifier ces sources d'information. Comme ça, vous allez voir différents points de vue. Parce que ces médias-là, ils sont pas toujours neutres. Ils ont des journalistes. Le journaliste, lui, il rapporte des faits, mais ils ont beaucoup de chroniqueurs. Le chroniqueur, lui, il dit ce qu'il pense. Puis ces médias-là, ils ont des tendances. Fait que,
aller chercher différentes sources d'informations. Vous allez peut-être me dire, moi, je suis pas comme vous, M. Saint-Pierre, puis je n'irai pas voir ça tous les jours. Mais il y a une date importante. Retenez, là, je vais regarder mes notes. 16 avril, retenez ça. 16 avril, il va y avoir le débat des chefs. Donc, si vous voulez dire, moi, j'ai pas du temps, là, j'ai pas 2 heures comme vous pour regarder les médias puis faire le tour des journaux à chaque jour, 16 avril, c'est le débat des chefs. Vous allez les voir, vous allez pouvoir les écouter, vous allez voir comment ils s'expriment, c'est quoi qu'ils ont à proposer. Puis ça risque de vous aider à vous faire une tête, là. Puis là, ça, c'est une soirée. Donc, 16 avril, on réserve ça, puis ça. Toi, Leonardo, t'essaies-tu pas mal de faire ça? T'sais? Ouais, tu sais, je dirais que c'est vraiment important de corroborer. Mm-hmm. Donc, tu sais, lui a dit diversifier ses sources, puis moi, je dirais corroborer les informations. Parce que tu demandais comment on sait si c'est vrai ou pas. Ouais. Donc, tu sais, corroborer les informations à travers peut-être différentes sources, voir si c'est des vraies informations qui sont divulguées. Je trouve que c'est aussi... puis oui, j'essaie de... La question, c'était plus... Ouais. C'était plus... oui, j'essaie de m'informer un peu, pas juste des partis qui m'intéressent, un peu de toutes les partis. Il peut y avoir souvent des surprises. Peut-être qu'il y a des politiques que tu es plus d'accord avec un parti que tu pensais pas que tu t'identifiais vraiment. Puis finalement, tu t'identifies un peu. Fait que je trouve que c'est important de faire de la recherche un peu de tous les bords pour, comme il a dit un peu aussi, parce que les algorithmes sont faits un peu pour te truquer un peu là-dedans. Là. Fait que si tu fais un peu de la recherche un peu partout, tu es capable de rester plutôt équilibré. Puis de vraiment faire des décisions plus éclairées. Là. En fait, le plus d'informations que tu vas rechercher, le mieux. Parfait. Puis un chef, comment ça base ses décisions? Mettons, toi, en étant président de la GE, comment tu bases tes décisions? Je dirais que quand je dois prendre une grosse décision pour l'association, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes à passer à travers. Donc, tu sais, c'est sûr que je commence par réfléchir beaucoup. La réflexion, c'est super. Donc, tu sais, je réfléchis de façon rationnelle. Tu sais, des fois, coucher des pensées sur papier aussi, c'est quand même intéressant. Ça te permet de mijoter. Puis, donc, vraiment, beaucoup de réflexion. Ensuite, ça m'arrive de consulter avec d'autres personnes qui sont peut-être qui ont plus d'expérience que moi dans le milieu. Ou de consulter avec d'autres membres de l'association. Si ça concerne peut-être une personne en particulier, c'est toujours intéressant de peut-être, si c'est possible, là, d'aller parler avec cette personne-là. Avoir son point de vue. Oui, c'est ça. Puis, fait que je dirais qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc, c'est sûr, quand il y a une grosse décision à prendre, mettons une position à l'association, je peux pas la prendre à moi tout seul. Fait que, tu sais, on va amener ça, mettons, au conseil d'administration. On va leur proposer la position, puis après, on va faire un vote pour est-ce qu'on prend une position temporaire ou permanente à ce sujet-là. Fait que c'est un peu ça le processus. Parfait. Puis au niveau, justement, d'un chef, est-ce que c'est si différent que ça? Est-ce que ça ressemble un peu? Dans les partis politiques, il y a la confection de programmes politiques, puis souvent c'est soumis aux membres. Fait que les partis politiques, ils ont des membres, des gens qui adhèrent, puis souvent c'est à travers les réunions de ces partis politiques-là où ils vont lui proposer des choses. Ils vont dire, voilà ce qu'on vous propose, là, puis êtes-vous d'accord avec ça? Puis là, les membres, des fois, ils vont dire non, ils vont dire oui, ils vont vouloir apporter des modifications. Puis là, le chef, il va un peu se gouverner avec ça. Mais c'est sûr, dans les partis politiques, là, on dit... il y a une loi qu'on appelle la loi des reins de l'oligarchie en sciences politiques. Le pouvoir tend à se concentrer. C'est peut-être pas vrai à loger, mais dans les partis politiques, c'est ça. Donc, le pouvoir tend à se concentrer. Ça veut dire que les chefs, ils prennent beaucoup de place dans les partis politiques. Puis au final, là, c'est eux autres qui font le tri un peu dans les programmes qui sont des fois épais comme ça, là, 50 pages. Ils vont choisir c'est quoi qu'ils vont mettre de l'avant là-dedans. Fait que les chefs prennent beaucoup de place, là, parce que, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui va décider, puis là, le pouvoir, comme je disais, il tend un petit peu à se concentrer entre les mains des chefs. Au niveau politique, le premier ministre, quand il se réunit avec ses ministres, là, il jase. Puis là, c'est secret, en plus. Il y a des délibérations, là. Fait que là, ils jasent entre eux autres, mais au bout de la ligne, ils passent pas au vote, là. C'est pas une démocratie, un conseil des ministres. Ils passent pas au vote, le premier ministre, il tranche. C'est lui qui décide. Fait qu'il peut avoir une majorité de ministres qui sont dans une direction, puis lui, il peut décider du contraire. Pour le vote du 28 avril, là, mettons, moi j'ai 17 ans encore, je vais pas avoir l'âge pour voter, mais pour ceux qui c'est leur première
élection, comment ça se passe? On est-tu obligé d'y aller en genre présence ou on peut l'envoyer par la poste, je pense, de même? Il y a différentes façons. Là, puis pour les étudiants aussi, il y a différentes façons de voter. Fait que l'élection le 28 avril, là, vous allez recevoir un carton dans votre lieu de résidence habituel. Première affaire, c'est quoi mon lieu de résidence habituel? Si vous restez à Trois-Rivières, vous restez toujours chez vos parents, ben c'est là, on se casse pas la tête. Mais il peut y avoir des étudiants qu'eux autres, ils viennent d'ailleurs. Fait que, il est où mon lieu de résidence habituel? Ben là, il faut se poser la question. C'est où que je pense que je reste? Faut que je vous donnais l'exemple. Moi, j'ai fait mes études à Québec. Toutes les 2 semaines, je redescendais à Louisville avec mes chums et tout ça. Ben, c'est pas ça mon lieu de résidence. Mais après ça, quand j'ai commencé à travailler, mais pour d'autres de mes amis à Québec, eux autres, ils ont cassé le cordon avec la famille un peu plus rapidement. Fait que pour eux autres, même s'ils étaient étudiants, ben, ils restaient à Québec, ils votaient à Québec. Fait que tu votes dans ton lieu de résidence habituel. Puis l'autre chose, tu reçois, comme je disais, un carton. Puis là, on va assigner une section de vote puis un lieu de votation. Fait que là, une place, souvent, c'est dans les sous-sols d'église, généralement, ou dans des centres communautaires où les gens vont aller voter le 28 avril. Mais on peut voter une semaine avant. Donc, si l'idée est déjà faite, là, on appelle ça le vote par anticipation. Il y a 4 jours, une semaine avant, ça va tomber la fin de semaine de Pâques, là, où là, on peut aller voter aussi. Puis là, dans votre carton, ça va être marqué. C'est où le vote par anticipation qui peut se faire. Pour les étudiants, disons que toi, tu étudies à Trois-Rivières, mais ton lieu habituel, il est à Rimouski. Ben, tu peux voter par la poste. Fait que comment tu fais ça? Il faut que tu te présentes au bureau du directeur général des élections. Puis là, c'est élection, il faut aller sur le site d'Élections Canada, puis regarder là, les circonscriptions, tu choisis Trois-Rivières, puis on va te dire, il est où le bureau? Puis là, n'importe quand au cours de l'élection, à partir du 7 avril, là, n'importe quand, tu peux aller voter là. Puis là, tu peux voter par la poste. Merci beaucoup. On a parlé justement là, des débats électoraux rapidement. Ça consiste à quoi en détail, ça, mettons? Ben, les débats électoraux, il y en a, je vous ai dit, là, le débat en français qui est fait par un consortium. Donc, il est à Radio-Canada, mais vous allez le voir aussi à Radio-Québec, puis ailleurs. Là. Donc, les débats, il y a quelqu'un qui anime ça. Il y a différentes parties à l'intérieur de différents thèmes, qu'on pense que c'est les thèmes là qui sont les plus d'actualité. Puis les chefs des partis politiques vont débattre sur ces différents thèmes-là. Donc, il y en a un débat en français, puis un débat également en anglais là, qui va se faire ici dans le cadre des élections fédérales. Fait que dans le fond, c'est les chefs qui échangent entre eux. Souvent, il y a des petites parties où ils vont livrer un petit peu sur le thème, c'est quoi leur programme, mais après ça, ils vont échanger entre eux autres. Puis c'est là où on peut se faire un petit peu plus une idée dans les échanges qu'ils vont avoir entre eux, qu'on va voir un petit peu plus les différences dans ce qu'ils pensent. Je pense qu'on va passer à la chronique vrai ou faux, si ça vous tente. On a quelques questions, puis juste c'est vrai, puis un peu expliquer de où ça sort tout ça. Là. Fait que pour le premier, je me demanderais si je ne m'y connais pas beaucoup en politique, je devrais suivre le vote de mes parents. Faux. Faux. Pourquoi? Selon moi, là, je veux dire, moi, j'interprète, je m'y connais pas encore en politique, parce que si tu es en train de considérer de voter, ben ça veut dire que t'as le temps de voter encore, fait que ça veut dire que t'as le temps de t'informer, fait que ça veut dire que... Bref. Fait que, ouais, non, moi, je dirais, c'est vraiment pas... genre, suivre l'opinion des autres, c'est pas la bonne façon de se faire une tête politique. Je trouve que c'est important de s'informer de son bord. Techniquement, tout le monde devrait voter pour le parti ou pas le parti, là, mais le candidat qui représente tes valeurs ou les programmes qui t'intéressent à toi. Donc, pas voter pour un candidat qui représente les valeurs de quelqu'un d'autre ou de ses intérêts à eux. C'est intéressant, ta question en sciences politiques, on appelle ça le vote générationnel. Longtemps, mais le vote générationnel, il existe presque plus. Mais dans les années 40, 50, 60, on disait que le vote, il se transmettait de génération en génération. Puis les politiciens de cette époque-là, ils pouvaient dire, souvent les libéraux, on dit les rouges, là, puis les conservateurs, les bleus. Les politiciens de cette époque-là, ils pouvaient dire, ça, c'est une famille de rouges, ça, c'est une famille de bleus, parce que le vote se transmettait de génération en génération, mais maintenant, c'est plus le cas. Fait que là, maintenant, t'écoutes plus nécessairement tes
les parents. C'est sûr que ce qui est important, comme disait Leonardo, c'est de discuter. On peut en discuter de politique. Moi, je dis souvent la politique, ça n'a pas bonne presse, puis c'est la chicane, puis etc. Mais il y a moyen de discuter sans chicaner. Donc, on peut échanger des points de vue avec nos parents, avec nos amis, avec des gens qu'on côtoie ici au cégep dans nos cours, puis tout ça. Puis ça aussi, ça nous permet de voir les choses sur différents angles parfois, là. Pour notre prochain vrai ou faux, je pense que tu l'as un petit peu effleuré, mais est-ce que tout le monde qui est apte à voter devrait le faire? Ah, ben, ouais. Selon moi, oui. Tout le monde qui est apte à voter devrait le faire parce que, ben, mettons qu'il y a une politique gouvernementale qui passe puis que t'aimes pas ça, mais t'as pas voté. Est-ce que, je flippe un peu la question, là. Est-ce que tu penses que ça serait valable que cette personne-là critique ce qui est en train d'arriver si elle n'a pas fait valoir son opinion? Si ça n'a pas pu... Exactement. Elle n'a pas pu influencer. Exactement. Fait que si elle n'a pas fait valoir son opinion, moi, je pense pas qu'elle a vraiment le droit d'aller à l'encontre de ce qui lui arrive parce qu'elle avait la chance de se positionner. Fait que, tu sais, mais là, quand tu te positionnes, puis mettons que c'est pas ton parti qui a été élu, puis là, ben, ça va pas. Là, oui, ça fait du sens de rejeter un peu ce qui arrive, mais, ben, tu sais, il faut aussi un peu accepter la situation pour essayer de t'adapter, mais, ouais, moi, je pense que tout le monde qui est apte à voter devrait s'informer puis voter à ce niveau-là. Mm-hmm. Les Français, ils ont une expression de voter blanc, là. Voter blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens les partis politiques qui ont devant eux, là, qui vont avoir sur le bulletin de vote, ben, il n'y en a pas un qui rejoint. Mais les Français, ils disent que c'est quand même important d'aller voter. Pourquoi le droit de vote, là, on l'a pas toujours eu, puis il y a bien des pays où les gens peuvent pas s'exprimer puis ils peuvent pas voter. Donc, souvent, ils vont dire, ben, il faut aller voter quand même, mais t'annules ton vote. Puis parce que les partis, ils me rejoignent pas. Ça se peut, ça, que les partis, ils te rejoignent pas, mais déplace-toi quand même, puis va voter blanc. On dirait ça comme ça. Puis s'il y a beaucoup de gens qui votent, qui finissent par voter blanc, qui annulent leur vote, mais ça aussi, ça donne un signal que peut-être les formations politiques qui sont là, ben, il y a un grand nombre de personnes qui ne les rejoignent pas. Ça donne ce signal politique-là. Ben, moi, j'aurais tendance à dire, ben, faut y aller voter. Puis s'il n'y en a pas de parti politique qui vous rejoignent, ben, voter blanc, comment tu fais ça? Tu mets rien sur le bulletin, puis tu mets ça là, ou bien si tu votes, il faut voter juste pour une seule candidature avec notre mode de scrutin. Donc, vous avez des choix. Il faut mettre un X ou un crochet juste à une place. Ben, si tu les mets partout, on va l'annuler, ton bulletin, là. Donc, mais voter blanc, ça veut dire, ben, on vote pas pour personne, mais on va voter quand même, on se déplace quand même pour aller C'est vraiment voter. super intéressant, ça. Ouais, je savais pas ça, c'est vraiment cool. Une autre question pour les votes, je dirais que nos votes devraient rester confidentiels toujours. Ben, moi, je pense que tu pourrais le révéler à qui tu veux. Mm-hmm. Je veux dire, Si t'es à l'aise. ouais, ben, c'est un peu de ta décision. Mm-hmm. Si tu discutes avec les gens, ça amène aussi à une réflexion politique. Fait que, tu sais, avant le vote, discuter avec les gens de tes opinions, c'est bien. Puis après le vote, discuter peut-être du résultat, je veux dire, ça amène quand même à de la réflexion politique. Puis peut-être que ça va influencer ton choix au final aux prochaines élections. Puis je veux dire, c'est bon de discuter de politique avec les gens pour en apprendre plus, puis pour faire justement essayer de faire en sorte que la société soit plus représentative de ce qu'on veut. Parce que ben si on vote pas, si on discute pas, si on s'informe pas, ben au final, comment on est supposé avoir un gouvernement qui nous représente? Mm-hmm. Moi, je suis d'accord avec Leonardo. Mais c'est un choix personnel, dans le fond. Mais je pense, je l'ai dit tantôt un petit peu, souvent la politique, c'est vu comme étant de la chicane. Ben, faut pas avoir peur d'être dans la discussion, puis de le dire. Ben, moi, je vais voter pour telle formation politique à cause de telle ou telle raison. Mais au bout de la ligne, ça reste un choix personnel parce qu'il y en a qui ont peur d'afficher pour qui ils ont voté. Ben là, ça leur tente pas là, d'être dans la discussion. Mais ça, c'est un choix personnel. Puis avant de conclure, je voulais savoir, tu sais, en tant qu'étudiant, des fois, on peut penser qu'aller voter, c'est un peu inaccessible, tu sais, c'est loin là, pour nous qui se lancent dans ce monde-là. Fait que quel aspect, quel impact ça peut avoir sur nous? Ben, moi, je différencie pas vraiment les étudiants des autres adultes au niveau du vote. Puis le vote, des fois, on peut le voir d'une façon individuelle. Fait que, qu'est-ce que à moi ça va apporter? Ben, des fois, il y a des choses qui vont peut-être changer des affaires dans nos vies, mais qu'on voit pas comme ça. Fait que je prends l'exemple, là.
Vous êtes étudiant, mais à un moment donné, pour un certain nombre d'étudiants au cégep, assez rapidement, ils vont se retrouver sur le marché du travail, ceux qui sont dans les programmes techniques. Il y en a d'autres qui vont passer par l'université. Mais tout ce qui se passe avec les États-Unis, les droits de douane, puis tout ça, on se retrouve en récession économique, puis là, l'emploi devient plus rare. Ben là, comment qu'on fait pour maintenir un niveau d'emploi relativement important? J'ai dit, moi, je suis un X. Fait que moi, je suis arrivé dans des crises économiques. Là, ça a pris du temps avant que j'aie un emploi. Fait que, ben, les partis politiques, c'est quoi qu'ils offrent comme sortie? Qu'est-ce qu'ils offrent comme solution pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens qui perdent leur emploi avec ce qui se passe avec les États-Unis? Fait que, je le vois, peut-être qu'on ne le voit pas directement, moi, aujourd'hui, que ça change pour moi aujourd'hui, mais ça va peut-être changer quelque chose pour moi dans 2 ans, dans 3 ans, quand je vais arriver sur le marché du travail. Ça va peut-être changer quelque chose si vos parents, par exemple, ils travaillent dans un secteur comme l'aluminium, par exemple, qui est touché par les droits de douane de Donald Trump. Ben, ça change quelque chose pour mes parents, ça va peut-être changer quelque chose pour mon oncle, ça va... Fait que c'est pas juste le ramener à une question individuelle, mais c'est le regarder des fois un petit peu plus globalement, tu sais, de dire, ben, au niveau social, quel genre de société je veux, puis c'est quoi qui est mieux pour tout le monde, aussi pour moi, mais aussi pour les autres. Ben, merci beaucoup d'être venu puis de nous avoir partagé votre expertise. C'était vraiment le fun. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, Merci. Abonnez-vous au balado sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube et n'oubliez pas de suivre le Cégep sur les réseaux sociaux. On se voit au prochain épisode.